Bonjour mes amis. Vous savez, depuis cet attentat contre le prof, je suis en train de réfléchir. J'ai pas arrêté, j'ai fait une vidéo, mais je n'ai pas arrêté de réfléchir depuis. Et comment dirais-je, je suis en train de mesurer de plus en plus l'horreur de la situation. Parce que euh, au départ, c'est un ami qui m'avait annoncé ça, il m'avait contacté pour me dire France, c'est un message très laconique, hein. France, prof décapité, terroriste abattu, quelque chose autour de ces lignes-là. Et en fait, moi, je suis pas mieux qu'un autre, hein. Sur le moment, je l'ai appelé, je lui ai dit, ouais, mais en France, il y a eu l'attentat du Bataclan, 130 morts et je sais pas combien de centaines de blessés, près de 500 blessés, hein. Et finalement, ça fait quoi, hein? Ça a fait quoi? Rien du tout. Donc, tu es en train de me parler d'un prof égorgé. D'accord. Sur le moment, je ne vous cache pas que c'est comme ça que j'ai réagi. Mais avec le temps, au fur et à mesure que les détails commencent à transparaître, je me rends compte à quel point cet attentat est révélateur d'une situation. Et franchement, même si je suis sans illusion sur la France, je ne vous cache pas, je suis sans illusion. Le combat que je suis en train de faire depuis des années, je le fais pour l'honneur, hein. C'est tout, hein. Je ne suis pas en train de... Vous le savez, ça. Euh, Malgré tout, j'en arrive à être choqué. Alors, plusieurs éléments que je trouve absolument terribles dans cette histoire. Premier élément, c'est la complicité de mineurs dans cette affaire. Parce que le terroriste a été parlé donc à des élèves et il leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent révéler où se trouve le prof. Et ils l'ont aidé à localiser le prof. Donc ça, c'est de la complicité pure. On a un assassin, on a un tueur, et on lui dit où se trouve la victime, qui sera décapitée. Aussi, autre chose, euh, je pense qu'il ne connaissait pas le prof. Le prof a dû lui être indiqué. Nous sommes en comment dirais-je, en situation de Covid. J'imagine que le prof portait un masque. C'est pas que de la spéculation de ma part. Je suis même, j'ai d'autres raisons de penser qu'il portait un masque. Mais donc il portait un masque. Le terroriste n'aurait pas trouvé s'il n'avait pas été indiqué du doigt. C'est lui. Vous voyez. Autre chose qui choque, c'est l'âge du terroriste. 18 ans. 18 ans. Ça aurait été quelqu'un de 35 ou 45 ans qui avait été chez Daesh ou autre, ok, qui avait déjà pratiqué des exactions à droite à gauche dans le monde. Je n'aurais pas été choqué à ce point-là. Là, on a quelqu'un qui a 18 ans, un jeune adulte. Et ce jeune adulte-là, il a été déjà capable de trancher net la tête d'un homme. Ce n'est pas, ce n'est pas un entraînement, ce n'est pas une radicalisation, ce n'est pas une mentalité qu'il a acquise durant les 6 derniers mois. C'est des choses qui se préparent depuis l'enfance. Un humain qui n'a pas été préparé depuis son enfance à commettre ce genre d'actes ne les commet pas à 18 ans. Je connais beaucoup de gens à 18 ans et ils ont d'autres rêves que ceux de décapiter un prof en France. Donc, ça, c'est vrai que c'est ce côté choquant. Alors, il y a aussi autre chose. Des voix se sont élevées pour attaquer la police. Parce que on voit quoi? Il y a une vidéo qui est circulée sur les médias sociaux. Euh, on voit pas ce qui se passe, mais on entend des voix, on entend des éclats de voix. Et puis après, il y en a un qui dit il a une arme ou quelque chose comme ça, je cite de mémoire. Un autre dit il tire. Et puis après, on entend il tire des billes. Donc, genre, il a un pistolet à billes. C'est des pistolets qui tirent des petites billes, hein, ils ne peuvent pas tuer. Mais il ressemble de loin en tout cas, il ressemble à s'y méprendre à un vrai flingue. 10 secondes plus tard, on entend des coups de feu, on entend une riposte, et on imagine que c'est à ce moment-là qu'il est mort. Des gens ont eu l'audace de dire la police a froidement abattu le terroriste. Écoutez, vous êtes flic, d'accord? Vous êtes flic. Vous avez un terroriste, vous êtes à la poursuite d'un terroriste qui a déjà tranché la tête d'un homme. Vous le savez.
c'est sur la radio, c'est partout. Vous rencontrez face à ce terroriste. Il a un flingue en main. Il y a quelqu'un qui gueule, parce que ce quelqu'un, on ne sait même pas si c'est un flic qui dit des billes. On ne sait pas, c'est peut-être un badaud, un passant, un épicier, on ne sait pas. Le gars qui gueule, il tire des billes. Imaginons même qu'il soit flic. Est-ce que ce flic, quand il dit il tire des billes, est-ce qu'il a tenu l'arme dans sa main, il l'a analysé, il l'a regardé sous toutes les coutures, et il a compris que c'est un pistolet, que c'est un faux pistolet, un pistolet qui tire des billes? Non, non. Ce policier-là, il est en train de dire son opinion sur le moment. Il est en train de dire, il tire des billes. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est un policier expérimenté? Est-ce que c'est un stagiaire? C'est quoi le degré de confiance dont jouit sa parole dans l'ensemble de son équipe? Et il dit, il tire des billes. C'est une opinion parmi d'autres, sur l'instant. Il y a d'autres flics qui sont là, armes à la main, et ils ont face à eux un terroriste qui a déjà tué, qui a déjà égorgé. Même si on est le plus légaliste de la Terre, même si on est le genre de personne qui s'arrête avant de dire il faut la battre froidement. Mais imaginons la situation. Le gars, il a un flingue, il a déjà assassiné, il a déjà égorgé, vous le savez. La probabilité pour qu'il porte un faux flingue est extrêmement faible sur l'instant. Si le flic attend pour savoir si c'est un vrai flingue ou pas, le flic finira avec une balle entre les yeux, c'est clair. Il finira par se faire abattre, et à ce moment-là, il comprendra que c'était un vrai flingue. Dans la balance des probabilités, et dans les secondes qui restent, de décider d'agir, de tirer, ou de ne pas tirer, attendre qu'un flic se fasse tuer, il y a une décision qui est à prendre. Et je comprends tout à fait que dans la balance des probabilités, ça penche envers le fait de tirer. Pour plus de sûreté, je comprends que les flics aient tiré. Alors après, par la suite, on sait que oui, c'était une arme factice ou une arme qui tire des billes, etc. Mais bon, hein, sur l'instant, c'est pas quelque chose d'extrêmement clair et d'extrêmement documenté, mis à part juste ce cri d'un policier qui dit c'est des billes. Autre chose qui choque, c'est on voit la portée des discours anti-russes. Parce que cette famille-là, n'est-ce pas, vivait en Tchétchénie. Tchétchénie qui est une république islamiste à la base. Hein. Tout le monde est musulman là-bas. Mais il se sent, ces dernières années, il se sent modernisé. Regardez, il y a plein de vidéos YouTube sur la Tchétchénie et tout ça. Vous pouvez les voir vivre, les voir se marier, tout ça. Alors oui, presque tout le monde porte le voile et tout, mais ils ont l'air modernes. Ils se sont modernisés. Mais ils sont musulmans, nonobstant. Ces gens-là, qui sont musulmans, c'est pas la république islamophobe de Tchétchénie. C'est une république très, très, très islamique. Ces gens-là ont déclaré que cette famille était une famille de terroristes islamistes. D'accord? Et ce n'est pas par islamophobie. C'est une factualité. Comme l'attentat contre ce prof l'illustre amplement. Les Russes avaient raison. Cette famille va en Pologne, demande l'asile, la Pologne refuse. La Pologne n'est pas bête. Les Polonais n'ont pas envie que leur prof se fasse égorger. Ce n'est pas des Français, les Polonais. Hein? Ils n'ont pas cette divinité au pied de laquelle ils jettent des femmes, des enfants, des profs, des flics, des militaires, constamment, en espérant satisfaire cette divinité, avide de sang, qui ne va jamais se satisfaire de toute façon. Donc, les Polonais disent non. Les Français, très anti-russes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette famille et ils vont prouver à la Russie, ils vont prouver à Poutine, ils vont prouver à la Tchétchénie qu'en France, d'ailleurs, ce n'est pas la France, c'est la République. Attention, les mots c'est important. Donc, dans la République, on va lui donner un titre de séjour républicain. On va lui donner une aide sociale républicaine, mettra dans une école républicaine, dans un HLM républicain. Et il fera quoi? Il deviendra républicain, vous imaginez. Il va devenir un citoyen moderne, un citoyen parfait, n'est-ce pas? Avec un petit côté comme ça, n'est-ce pas? Bon, le plan foire. Alors, le plan aurait pu réussir. S'il avait réussi, vous n'aurez rien gagné.
D'accord? Quand on part sur des plans, quand on part sur un projet comme celui-ci, c'est des projets extrêmement coûteux, n'est-ce pas? On part sur un projet comme celui-ci. Si on gagne, ben on gagne rien. Si ça marche, imaginons que le gars, par exemple, avait fini par travailler à la poste ou autre, vous n'aurez rien gagné en fait. Hein. C'est tout. Vous aurez juste payé des millions pour insérer une famille, et puis finalement, ben, il aurait travaillé à la poste si ça s'arrête là. Si vous perdez, il se passe quoi? Si vous avez un échec, il se passe quoi? Vous avez des morts, vous avez des têtes, vous avez des jambes, vous avez des corps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, vous êtes en train de jouer au jeu de qui perd en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu, hein, ce jeu-là, ce jeu très stupide, il n'y a pas d'issue gagnante. Il y a juste une issue extrêmement coûteuse, avec potentiellement hein, ce que vous savez, une tragédie au bout. Le président, enfin, le ministre de l'Intérieur, qui dit, il y a des, en réaction, il y a des, dans les supermarchés, il y a des rayons qu'on appellerait communautaires, n'est-ce pas? Et ces rayons communautaires sont insupportables, et probablement ces rayons-là encouragent le terrorisme. Un autre qui dit il faut ramener la voie à via anticonstitutionnelle. Il faut la ramener, surveiller les réseaux sociaux. Personne ne veut s'adresser au problème. Personne ne veut faire face à la problématique. Ça aussi, c'est choquant. Dupont-Aignan qui va pondre un truc. Il faut que le musulman laisse sa sœur disposer de sa vie sexuelle. Je veux dire, c'est même pas l'islam, ça. C'est la société, c'est la société du Maghreb, c'est la société arabe, et puis en général les sociétés conservatrices. Hein. Je veux dire, je suis sûr dans certains lieux en Europe ou autres. Même chez les non-musulmans, on ne laisse pas vraiment la fille disposer de sa vie sexuelle ou son fils disposer de son derrière, hein, n'est-ce pas? C'est très français, ça, comme vision. Donc aussi, il y en a un qui dit, oui, ben, moi, je vais au supermarché maintenant, il y a un rayon, je ne sais pas, moi, j'ai envie de faire des sushis, donc il y a un rayon de produits japonais, hein, il tombe sous la définition. C'est quoi ça? C'est un rayon communautaire qui encourage le terrorisme. C'est du foutage de gueule, c'est du discours de gens qui ne veulent pas faire face au problème, malheureusement. D'ailleurs, en fait, je vais vous dire un truc. Je finirai sur ça. Vous savez, il n'y a jamais eu de gens courageux en France pour faire face au problème. Je vous donne un exemple. Quand le voile, imaginons, quand les revendications n'étaient pas à l'époque aux égorgements, les revendications étaient à d'autres niveaux. Par exemple, le voile à l'école, et après on est passé au cantine halal, après le tout halal, et tout. Enfin, vous connaissez tous l'histoire. À l'époque, les hommes et les femmes politiques de France réagissaient, leur réaction, on va dire, comportait une certaine lâcheté. Il faut dire le mot. Je vais vous dire dans quel sens. Il disait, nous avons un problème avec les signes religieux à l'école. Okay. Donc quand tu dis signes religieux à l'école, tu parles de quoi vraiment? Tu n'oses pas nommer le problème. Le problème, c'est le voile. Tu as un problème avec le voile islamique. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que, bon, égalité, voilà, c'est écrit dans la Constitution et tout ça. Tu vas dire, oui, mais moi j'ai un problème avec la kippa. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des kippas ou des croix, ou peut-être même des voiles. Hein, peut-être même, alors que, en fait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est les gamines voilées. Non, on va dire, on a des problèmes avec la kippa et avec les croix. Alors, l'histoire des croix, on s'en fiche. Hein. Les chrétiens, on ne les compte pas. Franchement, oubliez-les. Effacez-les, ça ne sert à rien. Que tu interdises la croix, que tu la rendes obligatoire. Je veux dire, cette masse-là, elle est complètement inutile en France. Donc, cela, oublions-les. Maintenant, le problème, c'est que quand tu commences à viser la communauté juive aussi, alors que, en fait, ta target à la base, c'était ton cœur de cible, c'était l'islam, mais tu rajoutes là-dedans les juifs, tu vas créer artificiellement une sorte d'alliance où même les juifs n'ont pas envie que ta loi passe. Et en fait, tu vas ouvrir la guerre sur plusieurs fronts. On sait ce qui se passe. Quand la guerre est ouverte sur plusieurs fronts, elle est en général perdue. C'est ça aussi. Un des problèmes. Parmi tant d'autres, en fait. Donc, voilà. En tout cas, c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer. Très inquiétant. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde
Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où un terroriste se pointe à l'école et les enfants lui indiquent un prof et il va égorger le prof. Il n'y a pas beaucoup de pays comme ça, mes amis. Vous avez failli votre émigration, vous avez failli votre entrée dans ce siècle. Vous n'êtes pas capable, votre régime, pour lequel vous votez d'ailleurs, c'est pour ça que des fois je dis vous, n'a pas été en mesure de faire face aux menaces de cette époque. Enfin. Comme disait Tom Clancy, il y a 3 types de menaces. Il y a les menaces du présent, il y a les menaces du passé et il y a les intemporelles. C'est avec celle-ci que vous avez un problème. Je vous laisse, mes amis, et puis je vous vois une autre fois. Je vous vois une autre fois. À bientôt.